Alors aujourd'hui, je vais parler, bon, pas forcément de bioélectronique directement, mais je vais vous parler des troubles psycho-émotionnels vus par la naturopathie et donc par voie de conséquence aussi par la bioélectronique et la bioélectronicienne que je suis. Vous verrez que finalement tout ramène à la bioélectronique. C'est vrai que c'est un petit peu casse-pied, mais la bioélectronique étant la mesure de l'homéostasie et le maintien de l'homéostasie, tout, tout s'y rapporte automatiquement. Même finalement, tous ces troubles qu'on peut même dire psychiatriques, qui peuvent relever de la psychiatrie, vont trouver finalement leur naissance, en tout cas leur cause, dans des problématiques physiologiques. Jusqu'à aujourd'hui et en tout cas, sans doute à partir de Freud et même un petit peu avant quand même, heu, les troubles psychologiques et psychiatriques étaient indépendants de la physiologie. C'est encore le cas aujourd'hui, on n'envisage pas quand il y a un trouble psycho-émotionnel et ça va de la dépression, au burn-out, au stress, à l'anxiété et ce qu'on nomme les maladies psychiatriques aujourd'hui, donc la schizophrénie, la paranoïa, et cetera. À aucun moment, on vous pose des questions, sur votre physiologie, sur votre alimentation, si tout va bien dans votre intestin et cetera. Alors c'est vrai qu'il y a des recherches, qui se font aujourd'hui. On voit quand même des liens entre le microbiote intestinal et certaines pathologies psychiques. On en parle beaucoup, pour l'autisme. C'est vrai que l'autisme, finalement, c'est un syndrome. On ne sait pas trop où le positionner, hein. Du temps de mes études de psycho, c'était essentiellement psychique, c'était la relation mère-enfant, hein, l'autisme, hein. Donc ça, il y en a quand même en train d'évoluer par rapport à tout ça. Mais c'est vrai qu'avec ma double casquette de psychologue et de naturopathe et en plus de bioélectronicienne, j'ai pu comprendre que tous ces troubles psycho-émotionnels étaient la conséquence de dysfonctionnements physiologiques, hein. Je vais essayer de vous montrer ça, globalement, c'est pas un cours que je vais faire ici, c'est vraiment une petite conférence, juste pour montrer, qu'il y a d'autres façons de traiter, ces troubles-là, voilà, et que le naturopathe, a tout à fait sa place, en tant que thérapeute qui travaille sur le terrain et sur le tube digestif, hein. C'est aussi son rôle. Le psychologue, il a vraiment un autre rôle. C'est-à-dire qu'on peut essayer de comprendre aussi pourquoi la personne en est arrivée là. Pourquoi elle est dans une dépression, pourquoi elle est dans un burn-out. Donc, le stress à bon dos, voilà, le stress à bon dos. Euh, c'est compliqué de faire comprendre à un patient qui est en burn-out et qui pense que ce sont, par exemple, ses conditions de travail ou son milieu professionnel, etc., qui en est la cause. Je dis pas que ces milieux-là sont tout roses. Je dis simplement que quand vous avez une entreprise de 200 salariés avec le même chef qui harcèle tout le monde de la même façon, pourquoi vous êtes le seul ou il y en a un ou deux qui font un burn-out, hein? L'environnement est le même, hein. Donc c'est vrai qu'en tant que bioélectronicienne, je vais toujours ramener et faire ramener les causes des pathologies, quelles qu'elles soient, vers soi, hein. C'est vraiment prendre la responsabilité et c'est vrai que c'est pas agréable du tout d'entendre ça. Voilà. C'est prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. L'environnement, il est ce qu'il est, hein. On ne peut pas changer un environnement. On s'en va de l'environnement. On fait en sorte, en tout cas, de ne pas le subir. Et si on est en burn-out à cause des conditions de travail, à cause d'un chef, à cause de je ne sais pas quoi, c'est parce que dans notre organisme, on n'est pas en capacité de gérer le stress. Voilà. Pourquoi tous les autres y arrivent et ne sont pas en burn-out, hein? Donc voilà, je vais essayer de dérouler brièvement tout ça.
déjà pour que les thérapeutes qui écouteront cette petite conférence sachent qu'ils ont leur rôle à jouer. C'est vrai que je propose une formation qui est quand même axée sur la bioélectronique. C'est vrai, bon, j'apprends à déchiffrer les bilans de neurotransmetteurs, mais je relie automatiquement au foie, à l'intestin, enfin, je fais de la naturopathie, quoi. Voilà. Donc, voilà, il y a une formation qui existe en e-learning, elle est enregistrée, vous pouvez vous former tout seul, entre guillemets. Chaque formation en e-learning, je propose toujours 1 heure, voire un après-midi si vous êtes plusieurs, pour répondre aux questions. Hein. Donc ça, il faut aller sur mon site, formationpréventionbioélectronique.org, pour avoir la possibilité du e-learning. Allez, donc je vais commencer un petit peu à dérouler cette petite conférence. Ah, ça ne marche pas comme je veux. Pardon. Donc, quels sont les différents troubles psycho-émotionnels qu'on peut rencontrer assez traditionnellement? Donc, je vous ai mis anxiété, dépression, stress, les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, le TDAH, donc c'est les troubles de l'attention chez les enfants, un manque de motivation, l'irritabilité, certaines addictions, les insomnies, manque de confiance en soi, boulimie, anorexie, compulsion, repli sur soi. Allez, j'en suis sûre que vous en avez trouvé un chez vous. On est tous plus ou moins avec certains symptômes qu'on pense passagers. Peut-être, mais à partir du moment où le symptôme existe, ça veut dire déjà que quelque chose ne va pas en vous. Il y a déjà un dysfonctionnement. Hein. Déjà, l'homéostasie ne se fait plus. Ça se manifeste par du symptôme. Alors, on a 2 possibilités. C'est soit on entend le symptôme et on se dit « Oh là, pourquoi je suis comme ça ? Ah, j'arrive plus à dormir comme avant. Pourquoi je suis en stress ? Pourquoi je m'énerve tout de suite ? Avant, je n'étais pas comme ça. » Donc, qui dit stress dit surrénal qui vont pas bien. Attention. Hein. Et que si on ne fait rien, si on se dit ça va passer, c'est parce que je suis fatiguée, c'est si, machin, ouais, ça va passer. Mais ça va revenir peut-être plus fort ou sous un autre symptôme, hein, un petit peu plus grave. Hein. Donc, il faut toujours écouter son corps. Hein. Un corps qui va bien est un corps muet. Voilà, tout simplement. Alors, tous ces troubles qu'on nomme psycho-émotionnels peuvent être liés soit à des déficits, soit à des excès de neurotransmetteurs, on va voir précisément. Donc, à des troubles glandulaires, donc hormonaux, hein, et à des carences ou des excès de minéraux. On va dérouler un petit peu tout ça. Alors, la dopamine. Quand vous avez une dopamine, donc ça fait partie des neurotransmetteurs. C'est vrai que on a 2 grands neurotransmetteurs pour les émotions, c'est dopamine et sérotonine. Il y en a d'autres. Maintenant, on va s'intéresser à ces 2-là qui couvrent quand même pas mal de troubles psychiques. Hein. Et puis après, on a ce qu'on appelle les catécholamines, donc c'est la noradrénaline et l'adrénaline. Donc dopamine et sérotonine passent, on va dire, par le fonctionnement nerveux. Dopamine et noradrénaline sont fabriqués au niveau des surrénales et peuvent être considérés soit comme des neurotransmetteurs, soit comme des hormones. Quand on a une dopamine en carence, c'est-à-dire quand on manque de dopamine, qu'on n'en fabrique pas assez, ou qu'elle est trop dégradée, ou voilà, ça c'est autre chose. Hein, on peut être dans une forme de dépression. Hein. Ça c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que j'en suis sûre que dans l'esprit de la plupart des personnes, thérapeutes, médecins y compris, la dépression est liée à un manque de sérotonine. Il faut savoir que quand on n'a pas de dopamine, on n'a pas envie, on n'a pas d'énergie. La dopamine, comme son nom l'indique, c'est ce qui dope, on dit que c'est le starter du matin. C'est ce qui nous met en route, c'est ce qui nous met aussi en projet. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, ce matin, je vais faire quoi ? Ouais, j'ai ça et ça à faire. Quand vous vous levez le matin, non, voilà, j'ai vraiment envie de rien, quoi. Je sais pas ce que je vais faire.
Allez, on va peut-être aller voir s'il n'y a pas une petite carence en dopamine. Donc, une dépression peut être due à une carence en dopamine. Et vous comprenez d'emblée euh, que si on ne dose pas, et on ne dose pas, c'est extrêmement rare qu'un thérapeute, qu'un médecin ou qu'un psychiatre fasse doser. Ils ne connaissent pas ça, les dosages de dopamine, de sérotonine. Hein. Donc, un médecin qui cliniquement, par la symptomatologie, va repérer une dépression, va donner un antidépresseur. Un antidépresseur, c'est pour faire fabriquer, pour stimuler en tout cas, la fabrication de sérotonine. Et ben, c'est là où vous comprenez qu'il y a des antidépresseurs qui ne marchent pas. Il y a des personnes sous antidépresseurs qui disent ça ne fait rien, c'est même pire, quoi. Hein. Et donc à ce moment-là, on va donner un anxiolytique. Souvent, on donne les deux, anxiolytique et antidépresseur. Anxiolytique, antidépresseur, anxiolytique, on va travailler sur la noradrénaline. Hein. Donc on va travailler finalement sur deux neurotransmetteurs qui ne sont pas en cause. Hein. Et ça, des exemples, j'en ai des exemples de dépression par carence en dopamine. Donc pensez bien, la dopamine, c'est ce qui donne envie, c'est ce qui met en projet. Hein. Donc trouble de la concentration, manque de confiance en soi, démotivation, isolement social, indécision, indifférence. Les TDAH peuvent être dus à une carence en dopamine. Certains réveils, donc à 3 heures du matin, certaines insomnies, donc baisse des capacités intellectuelles. Pourquoi? Parce que la dopamine stimule vraiment l'intellect. Hein. Donc les enfants surdoués, les gens qui sont intelligents en fait ont beaucoup de dopamine. Et puis les gens qui font plein de choses, quoi, qui sont tout le temps à faire plein de choses, qui ont envie de faire plein de choses à 90 ans, ils ont encore des projets et vous dites mais comment c'est possible, il y a 90 ans, pourquoi il y a des projets? Ben parce qu'il y a toujours cette sécrétion de dopamine qui est active. Hein. Donc baisse de libido, démotivation. Alors, la dopamine en excès, ça arrive bien évidemment. Dispersion de la pensée. Ça, ce sont des personnes qui lui disent j'arrive pas à me fixer sur quelque chose. Si je commence quelque chose et j'arrive pas à terminer, il faut que je passe. J'ai toujours, ou alors j'ai toujours plein de choses dans la tête, j'arrive pas à me concentrer. Je suis obnubilée par plein de pensées. C'est le petit vélo dans la tête en fait sans arrêt. Hein. Donc dispersion de la pensée, c'est aussi beaucoup de pensées. Hein. Les addictions, certaines addictions, là aussi on va retrouver des TOC. Donc vous voyez que finalement puis on va retrouver aussi les TOC sur la sérotonine. Donc les TOC, c'est pareil. Si vous ne faites pas de dosage de neurotransmetteurs, en donnant un traitement sans faire de dosage, vous pouvez passer à côté. Hein. Donc impulsivité, des accès maniaques. Donc évidemment, puisque la dopamine, c'est ce que je viens de vous dire, c'est des personnes qui ont envie de faire plein de choses, qui sont toujours en projet, qui font plein de voilà, qui ont l'intellect hyper stimulé. Donc les accès maniaques, vous voyez que par contre là, ça devient pathologique. Hein. Donc recherche de plaisir et de récompense, des hallucinations, hein. Chercher des explications à tout. Donc ça, vous avez des enfants qui posent sans arrêt des questions. Alors c'est de la curiosité, mais cette curiosité peut virer à la pathologie, quoi. Si vous voyez que c'est un gouffre sans fond, c'est-à-dire que vous n'arriverez jamais à satisfaire, il faut peut-être un petit peu s'interroger. Je ne dis pas que c'est pathologique, mais peut-être que des choses sont en train de se mettre en place hein, pour le futur de l'enfant, quoi, hein, le futur adulte. Hein. La schizophrénie peut être due à un excès de dopamine, la paranoïa. La paranoïa, parce qu'en fait, la dopamine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dit que c'est un marqueur de l'information. Ça marque l'information. Il y a à peu près, je crois, 90% de l'information qui est captée par votre cerveau. Donc captée, ça peut être par l'odorat, ça peut être par l'ouïe, c'est les yeux, c'est le toucher, c'est 90% de cette information n'est pas retenue par votre cerveau. Sinon, ben, vous voyez, la phrase qui me vient, ça serait de la folie. Si tout devient important, votre cerveau, c'est pas possible, quoi. Il peut pas, voilà. Et donc, quand on a un excès de dopamine, eh bien justement, on va marquer beaucoup plus d'informations. C'est pour ça que les gens, vous voyez ici, dispersion de la pensée, enfin, il y a souvent ces personnes-là me disent, mais j'ai tellement de choses dans la tête, hein, parce que l'excès de dopamine marque trop d'informations.
Hein. Et dans la paranoïa, bon, je dis souvent, c'est vrai que c'est un petit peu pour rigoler quand même, mais vous vous promenez dehors avec un groupe d'amis et puis il y a un goéland qui passe au-dessus. Donc vous le regardez passer, oh, voilà, c'est beau, un oiseau. La personne qui a un excès de dopamine quand de la paranoïa, c'est ouais, mais pourquoi tu passes là maintenant au-dessus de moi, quoi? C'est bizarre, non? Voilà. C'est-à-dire que là où vous euh, ne marquez pas l'information comme importante, parce que dans la seconde où vous avez vu passer le goéland, vous n'y pensez plus. Vous êtes dans la conversation avec les autres, etc. La personne qui est dans de la paranoïa en excès de dopamine va rester fixée sur cette information. À fixer l'information, il va rester fixé dessus. Hein. Donc voilà. Donc ça doit alerter un petit peu. Hein. Et syndrome Gilles de la Tourette, effectivement, on est sur des excès de dopamine. Alors, on peut avoir donc la sérotonine qui est en carence. La sérotonine semble un petit peu plus connue, en fait, je dirais, du grand public. Hein. On a l'habitude de dire, nous, que la sérotonine, c'est le frein. C'est ce qui nous permet de commencer à s'apaiser. Alors, la dopamine va être sécrétée le matin, la sérotonine va être sécrétée en fin de journée. Pourquoi? La dopamine, je vous ai dit, c'est ce qui met en route le starter. La sérotonine va préparer en fait à l'endormissement. Il faut savoir aussi qu'on parle beaucoup de la mélatonine comme l'hormone du sommeil. La mélatonine est fabriquée à partir de la sérotonine. Hein. Donc ces deux-là, sérotonine et mélatonine, sont intimement liées et préparent finalement à la mise en veille, hein, contrairement à la dopamine qui met en réveil. Quand la sérotonine est en carence, du coup, on va manquer de contrôle. Donc là, c'est les personnes qui sont à cran, qui réagissent au quart du tour. Tout énerve, faut pas dire grand-chose et hop, ça part tout de suite. Donc c'est l'impulsivité, ça peut être de l'agressivité, ça peut être de l'impatience. Hein. Donc là, je pense beaucoup aux enfants au jour d'aujourd'hui qui sont là-dedans. Impulsivité, agressivité, impatience, colère. Je pense qu'il y a énormément de petits, d'enfants aujourd'hui qui sont carencés en sérotonine. Ça vaudrait le coup quand même de faire des dosages. Hein. Donc, recherche d'émotions fortes, dépendance au jeu. Voilà, on peut avoir aussi la désaddiction finalement. Donc, boulimie, envie de sucre. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Intolérance aux frustrations. Donc là aussi, vous voyez, intolérance aux frustrations. Il y a quand même beaucoup d'enfants là qui sont, à mon avis, là-dedans. Hein. Plutôt que de les envoyer vers des rééducateurs, psy y compris. Hein, on en voit beaucoup de ces enfants colériques, TDAH, impatients, etc., soit en orthophonie, soit vers des psys. Avant, allez, on fait un petit dosage de neurotransmetteurs, puis on voit l'alimentation, puis allez, après on verra. Hein. Le donjuanisme. Donc réveil aussi à 3 heures du matin. Voilà. Insomnie, là aussi, en début de nuit. Et donc, évidemment, la dépression, hein, qui fait quand même partie des carences en sérotonine. Quand on a une sérotonine qui est en excès, là, on va avoir un hyper-contrôle. Ça, c'est des personnes qui contrôlent tout. Voilà, c'est compliqué, c'est-à-dire des personnes qui ont du mal à avancer dans leur vie finalement, parce que tout doit être vérifié. Voilà. Donc, c'est des personnes qui sont inhibées, qui ont des phobies, qui ont des peurs, qui sont hyper perfectionnistes. On est sur des phobies compulsives, manie de la collection. On peut avoir de l'anorexie et de l'orthorexie. Hein. Donc, c'est pareil, de toute façon, c'est de l'hyper-contrôle. Méfiance, fatigue, hypersomnie, peur de l'échec, migraine. Alors, les migraines aussi. En naturopathie, quand on a fait les premiers réglages au niveau du foie, etc., si ça ne fonctionne pas, on va aller chercher des problématiques au niveau de la sérotonine. Alors, trouble des catécholamines, ce que je vous disais tout à l'heure, donc noradrénaline et adrénaline. Il faut savoir que ces deux-là
sont issus de la dopamine. La noradrénaline est fabriquée à partir de la dopamine et l'adrénaline est fabriquée à partir de la noradrénaline. On a vraiment une cascade enzymatique, métabolique, qui fait que de la dopamine, on va fabriquer de la nora et après de l'adrénaline. La carence en noradrénaline, donc on va avoir une diminution des capacités intellectuelles, de la créativité, de l'estime de soi, des pulsions. C'est le je m'en foutisme, c'est les jeunes. De toute façon, je m'en fous, j'ai envie de rien, je m'en fous. J'ai pas envie de m'habiller, j'ai pas envie de m'habiller, j'ai pas envie de me laver, j'ai pas envie de... Voilà, je m'en fous. Attention, alerte, souffrance morale plus. Hein. Quand vous avez des je m'en foutistes comme ça, peut-être que ça passera. Il faut garder quand même un œil. Faut garder un œil sur eux. On a beaucoup d'ados qui sont là-dedans. Ils peuvent avoir une noradrénaline complètement effondrée. Donc quand même à vérifier. On a un risque suicidaire qui peut être élevé avec une noradrénaline qui est complètement effondrée. Pas toujours. Il y en a qui ont des noradrénalines qui sont complètement effondrées et qui sont joyeux. C'est pas toujours de cause à effet. Voilà. Mais à surveiller. Quand on a un excès de noradrénaline, ce sont des personnes qui sont dans la dépendance de l'autre, besoin d'approbation, d'affection, et puis une anxiété marquée. Vraiment, les personnes qui sont très anxieuses, chaque fois que j'ai pu vérifier, on avait vraiment un excès de noradrénaline. Alors, les troubles psycho-émotionnels peuvent être dus à des troubles glandulaires. Donc, on a vu finalement avec noradrénaline, adrénaline et surrénal, mais la thyroïde, on n'y pense pas suffisamment. Donc, la thyroïde peut avoir des répercussions psychiques. Quand on est en hypothyroïdie, on est fatigué. On est vraiment très, très fatigué. On a même une fatigue musculaire. On a les jambes qui ne nous tiennent pas, on a mal partout, on dort très mal. Et donc, ça peut donner des signes cliniques de dépression ou emmener vers la dépression, tout simplement parce que, surtout si la personne était active auparavant, se retrouve en hypothyroïdie, donc se voit dans cet état-là, n'arrivant pas à faire tout ce qu'elle a l'habitude de faire, elle peut sombrer vers une dépression. Mais en fait, en amont, on a un trouble hormonal. Donc, on n'est pas sur des neurotransmetteurs, on est vraiment sur des hormones. Quand on est en hypothyroïdie, on peut avoir aussi de l'irritabilité, de l'impatience, c'est hypo-hyper, des insomnies, voilà, baisse des capacités intellectuelles et de mémorisation. Donc, c'est pas forcément le stress, tout ça. Voilà. Donc, il faut toujours vérifier d'un point de vue physiologique ce qui se passe quand on a des troubles psycho-émotionnels. Alors, j'ai fait une toute petite diapo, parce que ce n'est vraiment pas ma partie, c'est l'homéopathie. Donc, trouble des minéraux, c'est que les homéopathes travaillent avec des minéraux, vous connaissez, natrum, phosphorus, calcaréen. Voilà, on est sur ce qu'on appelle des métaux. Et en fait, à chaque métal correspond à un tempérament ou des composantes en fait psychiques. Voilà. Et si on se trouve en carence, ou peut-être en excès, ou en non-fixation de ces minéraux, ça va amener là aussi certains troubles ou certaines configurations psychiques et psychologiques. Donc j'ai mis l'exemple de natrum. Natrum, donc c'est le sel, c'est le sodium, natrum. Les personnes qui sont natrum sont des personnes qui sont tristes. Voilà. Et donc, si on veut travailler sur cette tristesse, voilà, on va donner natrum. Alors après, une fois de plus, c'est pas ma partie du tout. Mais c'est quand même intéressant de voir que finalement, tous ces troubles psycho-émotionnels sont d'abord liés à la physiologie. Voilà. En fait, les troubles psycho-émotionnels sont des conséquences. Ce sont des conséquences de dysfonctionnement physique, physiologique. Donc, il faut d'abord commencer par ça. Travailler que sur le psy, voilà, je suis désolée, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas.
Ou alors on y passe des années. Mon Dieu, il y en a qui ont 20, 30 ans de psychothérapie. Voilà, c'est... Alors, comment le naturopathe ou le thérapeute peut prendre en charge ces personnes? Et évidemment par l'alimentation. Il faut vérifier l'apport protéique. Pourquoi? Parce que ces neurotransmetteurs, donc dopamine, sérotonine, et par voie de conséquence nora et adrénaline, euh, sont fabriqués à partir d'acides aminés. On retrouve toujours les acides aminés. Hein. Donc, on a l'apport protéique qui est important, on a des minéraux, le cuivre, le fer, le manganèse sont impliqués, des vitamines, les vitamines du groupe B, voilà, la B3, la B6, la B9, la B12 sont tout le temps impliquées, évidemment les enzymes, et puis des acides gras. Les acides gras sont extrêmement importants au niveau des membranes cellulaires, puisque si on veut que les neurotransmetteurs passent des ganglions présynaptiques vers les ganglions postsynaptiques. Je ne vais pas vous faire la physiologie là aujourd'hui. Hein. Il y a un passage, donc on a un passage de membrane. Il faut effectivement que les acides gras, les membranes cellulaires soient en bon état. Et les membranes cellulaires sont en bon état avec des acides gras de bonne qualité. J'ai oublié dans les minéraux le magnésium, qui est extrêmement important, puisque ce magnésium, effectivement, permet de stocker les neurotransmetteurs dans les ganglions présynaptiques. Hein. Donc, l'alimentation, il faut une alimentation variée pour apporter tout ce dont l'organisme a besoin. On est fait de ce qu'on mange. Voilà. Ça, c'est la première chose. Mais même avec une bonne alimentation, si on a un tube digestif qui n'est pas efficace, et bien même avec une bonne alimentation, ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est vraiment le rôle du naturopathe, du thérapeute, de travailler en même temps sur l'alimentation et sur la digestion de cette alimentation. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de faire des dosages de neurotransmetteurs. Je vais vous en montrer un après. Vous verrez tout l'intérêt qu'on a à faire des dosages de neurotransmetteurs. Il y a des dosages d'acides gras aussi qui se font. Là aussi, c'est intéressant. Justement, parce que je viens de vous en parler précédemment. Donc, il faut vérifier si on a bien suffisamment d'oméga 3, parce que les oméga 3 qui sont impliqués. Et puis, si on n'a pas surtout un mauvais rapport 6-3, si on n'a pas de statut inflammatoire avec ces mauvais ratios entre tous les omégas. L'analyse minérale des cheveux, que je trouve aussi intéressante, mais comme je vous parlais précédemment, par rapport aux minéraux, donc voir les natrums, voir les phosphorus, voir les calcaréas, tout ça qui peuvent nous donner des indications sur le tempérament de la personne. Et puis, bien évidemment, le soutien des glandes surrénales et thyroïdes qui sont intimement liées toutes les deux. Hein. Donc voilà, ça je vous ai dit. Hein, donc les neurotransmetteurs sont construits à partir d'acides aminés. Donc être carencé en protéines, ne pas en consommer suffisamment impacte la fabrication. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est, donc je vous ai parlé du tube digestif, on peut manger suffisamment, on peut avoir une assiette qui est très très bien équilibrée, mais on n'a pas la capacité au niveau de l'intestin, si vous manquez d'enzymes, par exemple, les acides aminés qui sont absorbés seront mal digérés et seront envoyés putréfiés dans votre intestin. Hein. Donc il faut vraiment, une fois de plus, vérifier autant l'alimentation que son assimilation. Ça, c'est une évidence. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, le foie et les enzymes, ça, j'explique en stage, en formation pour les thérapeutes. On peut avoir une composante génétique, en fait, au niveau des enzymes. On a 2 enzymes qui sont impliquées dans la dégradation des neurotransmetteurs, c'est la MAO et la COMT. On peut avoir un déficit génétique
de ces, de ces deux enzymes. Ça se dose au niveau de la COMT, la MAO, je ne suis pas sûre. Ce qui fait que c'est vrai que vous avez euh, des familles de dépressifs, des familles de schizophrènes, enfin, il y en a plusieurs dans la famille, ou des familles de génie, voilà, avec tous les enfants qui ont une intelligence démesurée. Voilà. Juste pour la petite histoire, moi, même à la fac, hein, à mon époque, quand j'étais étudiante en psychologie, on nous disait que les fous, donc c'est pas péjoratif du tout, hein, les fous, entre guillemets, étaient très intelligents. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que la limite entre le génie et la folie est extrêmement mince. Et ce qui fait la différence, c'est le foie. C'est le foie de la personne. Donc, si vous avez un mauvais foie, vous pouvez sombrer dans la folie. Alors que si vous avez un bon foie, eh ben, en fait, vous êtes un génie. Et je donne souvent l'exemple de Einstein. Donc Einstein, qui était un génie, voilà, un illustre génie, avait un fils schizophrène. Et donc la différence entre Einstein et son fils, c'était leur foi. Je pense que si peut-être il avait su ça, voilà. Donc c'est pas irrémédiable. C'est pas irrémédiable. Il faut vraiment en avoir conscience et travailler sur la fonction hépatique. Alors après, si on a cette déficience génétique, on n'a guère d'autres choix. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'autres solutions au jour d'aujourd'hui que de supplémenter en enzymes. Il faut vraiment aider la fonction hépatique qui est déficiente à éliminer en fait les excès de dopamine ou de sérotonine pour permettre à la personne de vivre un peu normalement quand même, hein. Voilà. Alors après, au niveau de l'alimentation, on peut privilégier certaines alimentations. Donc on sait par exemple que les salicylates et les amines vont aller engorger le foie de ces mauvais détoxifiants. Donc c'est vrai que d'un point de vue alimentaire, on va proposer comment dire, à ces patients-là. Alors, ce n'est pas un régime, c'est vraiment, on est obligé de passer par certaines évictions pour faire en sorte de protéger le foie, en tout cas de ne pas l'engorger, essayer d'éliminer des choses qu'il n'est pas en capacité de. Hein. Alors, je vous parle un petit peu ici des EHF, donc des électrosensibles. Là, c'est pareil, on fait des électrosensibles une entité à part entière. De mon point de vue, à moi, les électrosensibles sont des mauvais détoxifieurs. Voilà. Et des mauvais détoxifieurs, des amines. Voilà, des amines que je vous dis voilà, ici. Hein. Donc, ils ont un foie qui n'arrive pas à éliminer les amines. Du coup, ça traîne, je dirais, ça traîne dans le sang. On sait que des amines peuvent faire monter la pression artérielle d'un seul coup. Hein. Et en fait, quand ces personnes-là, donc les électrosensibles, passent sous des ondes électromagnétiques, donc quand elles sortent de chez elles, donc il y a des ondes électromagnétiques, on sait bien qu'il y en a partout, hein, en fait, leur barrière hémato-encéphalique est plus ou moins ouverte, en tout cas va s'ouvrir, et ces déchets qui traînent dans le sang vont passer au niveau du cerveau, ils vont enflammer le cerveau et provoquer les troubles qu'ils ont. Hein. En général, ils disent, bon, il me faut 48 heures, voire une semaine pour m'en remettre. C'est le temps, effectivement, que les déchets soient éliminés. En tout cas, que une fois qu'ils sont chez eux, la barrière hémato-encéphalique se referme et ces fameuses amines ne repassent pas dans le cerveau. Hein. Donc, en fait, les EHS auraient intérêt vraiment à s'occuper de leur foie. Hein. Alors, voilà un exemple de test, enfin de dosage de neurotransmetteurs. Alors, pour aller très très vite, parce que je suis sur une conférence, hein, je ne suis pas là pour expliquer des choses, hein, mais juste pour vous montrer. Donc, en fait, vous voyez les rectangles bleu, rose, normalement, ou
ou orange là, ce sont les normes. Hein, ce sont les normes qui sont acceptées sur chaque neurotransmetteur et métabolite neurotransmetteur. Hein. Et puis finalement, ce trait, c'est le dosage du patient. Hein. Donc à chaque fois, vous avez donc le neurotransmetteur et son métabolite, c'est-à-dire une fois que c'est utilisé, c'est métabolisé et c'est rejeté. C'est ce qu'on va retrouver dans les urines. Donc normalement, on comprend bien que tout ce qui est utilisé, on doit avoir le même rejet. Voilà. Les dysfonctionnements, on les voit ici. Alors je vous ai dit aussi précédemment que la noradrénaline, ici, était issue de la dopamine. Hein, et l'adrénaline était issue de la noradrénaline. Vous voyez. Après, la sérotonine, ici, c'est un autre axe. Hein. Alors, ce qui est intéressant, on voit deux choses tout de suite ici. C'est qu'on a un excès de dopamine. Je suis à 141% du maximum de la norme de base. Quoi, hein. Donc, cette personne-là, ici, a un excès de dopamine. Ça, c'est la première chose. Donc, on va retrouver très, très certainement les troubles qu'on a vus sur les premières diapos, hein, avec l'excès de dopamine. Et puis, ce qu'on voit donc ici, c'est qu'on est à 102%. Donc, on voit bien qu'il n'y en a pas suffisamment d'éliminer. Puisqu'on est à 141% a priori de fabrication, je devrais être à 141% de déchets. Maintenant, je suis que à 102%. Donc, ça veut bien dire ici que j'en ai pas suffisamment d'éliminer. Hein, donc, ça reste à traîner quelque part. Ça veut dire surtout ici que le foie n'arrive pas à éliminer les excès. Et c'est pour ça que cette personne se trouve hyper stimulée sur la dopa. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici? La noradrénaline est à 70%. Hein, donc, on n'est pas sur du 100%. Donc, on a là aussi un phénomène physiologique qui ne se fait pas. Voilà. On a pourtant trop de dopamine et on se retrouve avec pas assez de noradrénaline. Et puis, par voie de conséquence, on a encore moins ici d'adrénaline. Hein. Donc, on va avoir des problématiques multiples, des problématiques psychiques multiples par l'excès de dopamine et par un effondrement de la nora et de l'adrénaline. Hein. Alors, la sérotonine ici se retrouve un petit peu en excès, je suis à 107%, mais là, bizarrement, j'ai des métabolites qui sont en excès par rapport à la sérotonine. J'ai plusieurs possibilités, hein, mais ça veut surtout dire inflammation au niveau de l'intestin. Il y a de grandes chances qu'on soit sur une flore intestinale qui fabrique en fait de la sérotonine. Il faut savoir qu'on a dans notre microbiote, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la sérotonine est fabriquée à 80% dans l'intestin. Voilà. Et donc, quand on nous dit que l'intestin est le deuxième cerveau, non, ce n'est pas le deuxième cerveau, c'est le premier. C'est le premier. Les neurotransmetteurs sont fabriqués dans l'intestin. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la flore, vous avez une flore bactérienne qui fabrique des neurotransmetteurs. Hein. Aussi bien de la sérotonine que de la dopa, que de la nora. Hein. Donc, c'est notre premier cerveau. C'est pas le deuxième. Voilà. Donc là, ce que je vois ici, c'est que j'ai une problématique intestinale. Voilà. J'ai un microbiote qui met l'intestin en inflammation. Hein. Donc, vous voyez tout l'intérêt ici. Alors, moi, je veux bien recevoir cette personne-là en psychothérapie. Mais moi, je veux bien écouter. Voilà. Mais ça risque de durer longtemps si je ne prends pas ma casquette de naturopathe et que je ne travaille pas sur tout ça. Hein. Ça n'empêche pas d'écouter la personne et la souffrance de la personne, bien entendu. Mais je ne peux pas travailler sur ce qu'il y a là simplement en psychothérapie. On n'y arrivera pas. Hein. On voit bien tous les dysfonctionnements physiologiques qu'on a qui impliquent, qui donnent des symptômes psychologiques. Voilà. Donc, c'est important d'avoir les deux casquettes. Alors, un dosage des acides gras. Donc, vous voyez ici tout de suite, hein, donc là, c'est les mêmes principes, hein, ce sont les mêmes principes. Hein, les couleurs, les rectangles de couleurs nous donnent les normes. Et puis après, donc on voit tout de suite qu'on a des choses qui sont en excès. Donc ici, le rapport AA sur EPA, c'est acide arachidonique sur EPA. Donc on est à 146%. Donc on voit qu'on a vraiment une inflammation. On a vraiment un terrain qui est enflammé ici. Et puis ce qu'on voit ici, c'est que EPA et DHA, qui sont les oméga 3 qui sont utilisés par la membrane cellulaire, sont complètement effondrés. Voilà. Donc là,
on va avoir des échanges cellulaires qui ne se font pas bien. Hein. Donc voilà, tout l'intérêt de faire, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, ça c'est de la formation. Et puis je vous ai mis, alors on voit peut-être pas très bien, l'analyse minérale de cheveux. Donc là, j'aime bien ces analyses-là, parce qu'on voit tout de suite au premier coup d'œil, hop, donc là, on voit tout ce qui est en carence et là, tout ce qui est en excès. Alors, il faut bien vous dire que tout ce qui est en excès, en particulier ici le silicium, c'est pas de l'excès, c'est de la non-fixation. Hein. Le fer en excès, c'est vrai qu'on peut en avoir en excès. Attention, ça peut être de la non-fixation. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici? L'aluminium, pouf, hop, on est sur un excès plus. Donc ça, je sais que le foie n'arrive pas à éliminer. Si on a de l'aluminium qui traîne, c'est parce que le foie n'arrive pas à l'éliminer tout simplement. Donc là, ce qui est intéressant, on n'a pas de magnésium, on n'a pas beaucoup de zinc. Voilà. L'or aussi. Donc là, je vais aller m'occuper de ça. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que le magnésium était extrêmement important pour les neurotransmetteurs. Et puis, on voit bien, de toute façon, même si ce n'est pas en rouge, que tout est pratiquement carencé. Hein. Donc, vous voyez comment on va travailler, comment on peut travailler avec ces trois analyses-là sur les troubles, sur le trouble neuropsychique, psycho, ce qu'on va dire psycho-émotionnel. Donc, voilà. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour montrer qu'il y a d'autres façons de prendre en charge les troubles psychologiques. Une fois de plus, je suis psychologue, donc je ne vais pas à l'encontre du tout de mes collègues. C'est pas le but. C'est juste que certains troubles ne doivent pas être pris en charge uniquement par la psychologie ou par la psychiatrie. C'est malheureusement, on sectorise le corps humain, les organismes, on a plein de spécialistes et d'hyperspécialistes, alors que tout fonctionne avec tout. Tout est intimement lié. Et comment on a pu imaginer finalement et comment on a pu croire que le psychisme était une entité complètement autonome du reste. Il y en a un qui a dit ça et puis tout le monde l'a cru. Voilà, donc c'était juste pour remettre un petit peu les choses sur les rails. Et, voilà. Donc, les formations se feront en e-learning pour le moment. Je ne consulte plus, donc ne me demandez pas à avoir une consultation pour... voilà, je peux vous envoyer éventuellement vers des collègues bioélectroniciens. Par contre, je veux bien vous former si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Voilà, mais j'espère que cette petite conférence vous aura plu et puis vous donnera envie d'aller voir un petit peu plus bas. À bientôt!